Bonjour, donc Christelle Isan, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Sherbrooke. J'enseigne la pédagogie aux profs d'université, c'est ça que je fais dans la vraie vie, et je fais de la recherche autour des questions d'innovation et de transformation pédagogique. Et je suis à Nice, en fait, pour un mois, dans le cadre du projet qui vous a été présenté tout à l'heure par Laure Capron, donc le LATUCA, pour accompagner notamment les enseignants dans la transformation des dispositifs, en pensant une approche par compétences, en pensant hybridation et ce genre. Bonjour, je m'appelle Eric Guerci, je suis le directeur du Centre d'accompagnement pédagogique de l'Université Côte d'Azur. Donc l'Université Côte d'Azur s'est rassemblée avec tous ses membres, ils ont décidé de créer un centre pour animer toutes les activités autour des pédagogies, on pourrait dire innovantes, au sein de la commune. Et personnellement, je suis enseignant-chercheur en économie comportementale. Ouais. Laure ? Oui, moi, je voudrais juste faire un commentaire, puisque je le racontais hier à M. Coulet, c'est que, en fait, j'avais débarqué dans ce monde il y a à peu près 2 ans, et justement avec une conférence à Lyon donnée comme ce matin par M. Coulet, et franchement, j'ai beaucoup apprécié cette journée, parce que ça permet de montrer un peu comment on avait avancé au sein de l'établissement avec les gens qui nous entourent dans cette démarche. Je suis convaincue vraiment du bien fondé de ce changement de position qu'on a à opérer en tant qu'enseignant. Et je mesure un petit peu, voilà, j'ai plongé, j'ai découvert ce monde il y a 2 ans. Et j'en suis vraiment ravie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai été convaincue. Alors, je disais à Sophie que pendant qu'elle discutait, je commençais à faire mes tests sur Pix. Donc, j'ai commencé mon évaluation, mais j'ai été aussi... je disais à Isabelle, on va aller à cette journée épique parce que je me suis dit, il faut faire ces open badges. Est-ce que les étudiants, entre eux, se sont aussi plongés dans la démarche, se sont emparés? Est-ce qu'il y a des communautés de jeunes qui font ce genre de choses? Moi, je trouve que c'est une démarche qui peut être... que tout le monde peut s'approprier, notamment nos étudiants. Est-ce que c'est fait? Est-ce que tu sais ça? En fait, depuis que les universités doivent reconnaître l'engagement citoyen ou l'engagement associatif des étudiants, ils sont face toujours aux mêmes problématiques. Comment est-ce qu'on fait très pratiquement? Ça représente un temps très important. Et si on le fait suivant la méthode traditionnelle, c'est-à-dire qu'il faut apporter des preuves devant un jury et qu'on valide ou non si tu es bien engagé dans la citoyenneté, dans la vie associative, je crois que c'est ça, dans les rôles de la vie associative étudiante. C'est pas réaliste. Valoriser les stages à l'étranger, etc. Donc ils sont nos partenaires, en l'occurrence, c'est la Commu Léonard de Vinci qui a commencé quelque chose sur ce sujet. Et puis l'IAE de Caen au niveau de l'université. Donc ils sont de plus en plus enclins à réfléchir à déplacer cette possibilité de se reconnaître entre étudiants et d'utiliser aussi des technologies d'endossement dont je vous ai parlé, avec des systèmes où ils ne seraient pas obligés, eux, de vérifier forcément, mais de pouvoir faire confiance aux employeurs à l'étranger, donc à travers des outils qui permettraient de signer électroniquement les attestations, mais aussi de se reconnaître grâce aux endossements entre étudiants. Mais on n'en est qu'au début. Mais en tout cas, il y a un vrai changement. Et au niveau de nos lycées agricoles également. Comment reconnaître l'engagement citoyen à travers les associations des étudiants ou des lycéens? Eh bien, pourquoi pas leur apprendre à eux à se créer leur propre système de reconnaissance, à s'endosser et à chercher des endossements du lycée, des partenaires. C'est beaucoup plus, je trouve, puissant que le système traditionnel, et plus réaliste. Ce qui est intéressant depuis ce matin, puis je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé, sans l'évoquer jamais, du changement de posture, finalement. Tous les acteurs, dans toutes les conférences qu'on a entendues, toutes les interventions, il y a une idée de changement de posture, de qui suis-je comme enseignant-chercheur, comment j'envisage la question des compétences, qui suis-je comme étudiant qui s'inscrit dans ces formations, comme acteur qui participe dans des centres, qui suis-je comme étudiant dans l'open badge. Il me semble que ce changement de posture, il est implicite et pourtant il est au cœur de l'ensemble des interventions que vous avez faites. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, si vous avez des questions autour de ça ou autre.
point soulevé. On vous a bridé pendant toute la journée, donc lâchez-vous maintenant, là. Sinon, ils vont prendre toute la place, là. Vous les avez vus depuis un matin. Non, 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 non. La table ronde, c'est le concept du public. Le rapport TADI a été publié pour l'enseignement supérieur, mais aussi pour penser une société apprenante. C'est un rapport qui comportait beaucoup de vœux pieux pour développer des territoires apprenants. Alors là, on parle d'écosystèmes de développement et de reconnaissance, etc. Donc on voit que aussi, malheureusement, ce sont des dynamiques locales, avant la dynamique à plus grande échelle. Donc, dans le rapport TADI, il était également mentionné qu'il fallait faire confiance à des dynamiques impulsées localement, donc dans une académie, dans un établissement, dans un réseau d'établissements, avant de pouvoir apporter la preuve de la faisabilité de ces changements de posture et de ce contrat de confiance. Puisque ce qui me semble apparaître sur les dernières présentations, à travers la question des badges notamment, c'est de redonner une confiance mutuelle dans les acteurs, de replacer l'apprenant dans sa posture de dynamisme personnel, de porteur de ses projets, de volonté d'aller afficher ce qui constitue vraiment son portefeuille de compétences. La vraie question, c'est est-ce qu'on n'est pas arrivé maintenant à un moment de bascule où on va rencontrer des difficultés de retard auprès de nos interlocuteurs qui ne sont pas encore vraiment au point avec tout ça, pour pouvoir répondre à des propositions d'étudiants, à des demandes qui émergent comme étant tout à fait légitimes. Je prendrai juste un exemple. Moi, ça fait 2 ans que dans mon master à l'université, à l'ESP, je revendique et je propose des badges dans mon master. Ça a trouvé l'enthousiasme de la part de mes étudiants qui viennent majoritairement du monde de l'entreprise, qui viennent de la formation continue dans la vie, mais énormément de résistance auprès de mes collègues, auprès de ma composante, par tout simplement ignorance. Et méconnaissance de, mais alors, ça va être compliqué quand tu ne commences pas à nous en dans le badge. Voilà. Alors, vous voyez, on arrive à un décalage où finalement, ça vient du terrain, ça monte par le bas. Et ça a encore du mal à accéder à un niveau intermédiaire, notamment pour les organismes qui valident de manière un peu descendante, mais qui accréditent ces badges, par exemple. Donc moi, j'ai le sentiment de dire, bon, ça y est, ça démarre, mais on est dans une vitesse à 2 temps, quoi, 2 régimes différents, avec un peu de retard. Pour le coup, peut-être auprès des gens qui sont censés proposer aussi des entreprises. L'exemple du CFA, pour moi, est un exemple remarquable. La question de l'utilisation des badges dans l'alternance entre les tuteurs de stage, les formateurs universitaires, pour accompagner le portfolio des étudiants, c'est extraordinaire. Maintenant, demain, je vais voir les CFA qui travaillent sur les terrains de mes étudiants, je leur remets en place les badges. Ouh là là, il va falloir communiquer. C'est ça, bah c'est ce qu'on a fait. Hein. C'est ce qu'on a fait sur notre territoire. Oui, tout à fait. Ça peut être comporté comme une volonté politique d'aller vers les entreprises, d'aller vers les terrains, d'aller vers le domaine professionnel, de dire à l'université, on est capable d'entendre vos besoins et de développer dans ce domaine. Ça oblige à travailler avec le territoire. Ce sont des outils que tout le monde peut s'approprier. C'est la monnaie que tout le monde peut utiliser. C'est transsectoriel, ça facilite aussi justement les partenariats. Chacun a toujours tendance à vouloir utiliser son système, hein, avec son silo, ses méthodes. Là, on peut tout à fait du coup utiliser cet outil en commun à travers des projets comme accompagner la transition numérique. Et pas toujours dans une logique, je me répète souvent, on n'a pas besoin d'attester forcément des compétences numériques des CFA. C'est quoi le but? C'était qu'ils s'engagent dans cette transition numérique. Et du coup, on a co-conçu les badges, les critères, et non seulement, ça j'ai oublié de le dire, ils ont la possibilité de créer leurs propres badges et de les afficher à la communauté. Par exemple, des pratiques innovantes qu'ils ont. Qui ne sont pas prévus dans les badges d'origine, ils peuvent créer leurs badges. Et donc,
nous consultons les badges des autres CFA, ils se consultent entre eux, ça donne des idées, ça permet le partage aussi. Et voilà. Je voudrais rajouter pour Solange, le 6 novembre, on fait une journée témoignage justement des enseignants qui mettent en place des choses pour le faire savoir à la communauté et le valoriser. Et comme je disais dans le diapo de ce matin, hein, c'est-à-dire que nous, on a besoin de savoir vraiment ce qui est fait sur le terrain et de s'en nourrir et de l'observer parce qu'il y a déjà plein de choses de fait et c'est ça qui va faire avancer le projet. Donc le 6 novembre, vraiment, vient témoigner et c'est vraiment enrichissant pour toute la communauté. Et on aura un autre expert international présent sur là. Il me semble qu'il y a 2 éléments ici dans ce qui vient d'être mentionné. Il y a l'idée d'abord, on ignore beaucoup de choses qui se font sur nos terrains alors qu'il s'y passe énormément de choses. Et la deuxième peut-être, c'est le fait, et j'égratine au passage nos gouvernances à tous, mais le manque de valorisation, qu'elle soit symbolique ou aller jusqu'à des habilitations, mais d'un certain nombre de missions, enseignements portés par nos collègues, que ce soit la mise en place de l'approche par compétences, l'approche par programme, l'utilisation d'Open Badge. C'est vrai que si vous regardez nos sites internet en général, c'est pas très très valorisant en matière de transformation, d'innovation pédagogique mise en place. On nous passe des informations qui sont parfois ou qui nous paraissent inutiles, voire incompréhensibles pour le grand public. Or, il me semble que ce genre d'innovation ou de transformation, elle mériterait d'être mise en avant sur la place publique aussi dans une optique d'attirer des étudiants pour dire, ben, regardez, nous aussi on propose des choses intéressantes et on pourrait ainsi avoir un travail de valorisation symbolique, voire même plus que symbolique, dépendamment des cas. Mais je crois qu'il y a aussi un travail là à l'interne et qui ne vient pas juste de la base. Quand la base avance, il faut qu'à un moment donné, le chapeau, ils se disent « Hey, ça bouge là ». Et là, je crois qu'on a encore un gros travail de communication, pour le dire gentiment. Oui, alors peut-être pour rajouter à ce que je disais ce matin, et que je n'ai pas eu le temps de dire, et puis dans la continuité de ce que vient de dire Lise, Christelle, pardon, c'est le fait que dans ce que j'ai appelé percolation de compétences, parce que on vit les uns à côté des autres, il me semble que la question des badges est extrêmement intéressante pour rendre visible, parce que la percolation, elle se fait dans la visibilité. Donc s'il y a une recommandation à faire du point de vue du premier étage, en quelque sorte, de la construction de l'innovation en matière de compétences individuelles et collectives, c'est bien cette idée de rendre visible ce que sont les compétences. Alors quand on parle au niveau d'un territoire, rendre visible les compétences au niveau d'un territoire, ça veut dire effectivement que les gouvernants s'emparent de l'idée que l'intelligence collective, ce n'est pas nécessairement eux qui la créent, mais qu'elle est créée par les gens du territoire à travers ce qu'ils font déjà et qu'on peut organiser de telle sorte que ce soit productif à partir de ce qu'on voit émerger. Et donc, toute la spirale que j'ai présentée ce matin, elle peut partir effectivement de cette mise en visibilité, à condition de considérer que compétences individuelles, telles qu'elles sont traduites par exemple par les badges, et compétences collectives, ça doit être traité de façon simultanée et en même temps du bas vers le haut et du haut vers le bas. Moi, j'ai juste une question, hein, mais en fait, j'attends des réponses en tant que directeur donc d'une université, d'un centre d'accompagnement pédagogique. Je dois comprendre quel est l'avenir de l'université. Donc, j'en profite pour poser autour de ça, parce qu'on est en train de vivre une révolution, d'accord ? On a cru un moment, il y a eu le boom des MOOC, c'est pas ça qui est... Mais en fait, il cachait quelque chose. C'est vrai, les technologies aujourd'hui sont en train de nous ouvrir des opportunités incroyables, Open Badge et tout ça. Et alors la question, c'est aujourd'hui, on peut voir qu'aux États-Unis, par exemple, ils commencent des entreprises à dire non, je ne souhaite pas une formation universitaire, donc ils commencent à embaucher une partie de leur personnel, pas des universités, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas certaines compétences. Il y a un immense marché dans la formation, parce que ok, on est le temple un peu de la connaissance, mais sur les compétences, vu qu'il faut vraiment changer beaucoup de posture. Parce que l'enseignant, ok, la connaissance, entre guillemets, on ne la transmet pas, mais il pense qu'il peut faire ça, mais sur les compétences, il n'a pas les outils.
Et là, il y a des opportunités de business immenses. Hein, c'est parmi les secteurs en plus grande évolution. Et sur ça, on voit, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'école 42 à Paris, hein, cet exemple de Xavier Niel, où le codage, ils le font mieux. Moi, je pourrais me demander la question, mais pourquoi l'Université de Nice doit, hein, c'est un peu provocatoire, mais évaluer les compétences numériques? Il y aura un acteur peut-être privé, je me demande, hein, c'est une question qui va le faire beaucoup mieux que l'université. Et ça, c'est beaucoup dans le codage. Une des 10 plus intéressantes startups en 2017, c'était la Hall Barton School, de nouveau de codage aux États-Unis. Donc, on voit que sur cet espace des compétences, il y a un marché immense. La question, c'est quel est le rôle donc de l'université? Une université comme ça, parce que comme UCA, parce que moi je me souviens interviewer le président de Harvard au moment des MOOC. Il avait dit à une question, il lui avait posé, mais est-ce que vous êtes préoccupé de ça? Il avait dit non, les gens viennent à Harvard pour trouver leur mari ou la femme. D'accord, nous on offre quelque chose d'autre. Donc la question, une université, moi je vous demande, et j'essaie de comprendre avec vous, l'université Côte d'Azur, aujourd'hui, quel est son terrain, où est-ce qu'elle est en train de faire de subir après de la compétition? Sur quoi elle doit se cadrer? C'est ça, c'est une question que j'ouvre. Heureusement, vous êtes beaucoup pour répondre à la petite question. Si vous étiez tout seul, ce serait rough, mais là au nombre. Une première main? Oui, la question de l'envie. J'ai pas de réponse très précise, mais je pense que vraiment c'est ce qu'on en fera. Elle sera ce qu'on en fera. Et donc, si on a envie de proposer un espace de rencontre matrimoniale, mais aussi un espace en même temps de formation citoyenne ou créative ou innovante, je pense que là, on a vraiment quelque chose à jouer. On a encore une légitimité qui n'est pas complètement perdue. Il faut s'appuyer sur ce capital-là pour proposer quelque chose, mais qui soit pas de la formation privée, qui soit pas de la formation marchandisée comme elle peut l'être. On a cette différence-là, il faut garder ça. Voilà. Ah, on va vous faire passer le micro pour une deuxième proposition pour aider notre collègue. Alors non, je vais profiter de l'intervention de Ève de cette formation marchandisée, entre guillemets, pour poser ma question par rapport à la certification et à la formation. Alors voilà pourquoi je pose cette question. Donc je suis responsable à l'Université de Nice de la mise en place des formations aux compétences écrites, qui sont l'équivalent, on va dire, de ce que Sophie fait pour les compétences numériques. Simplement, on n'a pas encore, à l'issue de cette formation, une certification. On est en train de la construire au niveau national. C'est le but du projet Écrit Plus. Et pourquoi j'en arrive en fait au lien, c'est que dès le début dans le projet Écrit Plus, c'est que les formations étaient développées localement par les universités, même si la formation est nationale. Autrement dit, la formation n'est pas conçue pour la certification. On voulait absolument délier la formation, enfin délier, ne pas lier, enfin ne pas rendre propriétaire, je ne sais pas si c'est le bon terme, la formation par rapport à la certification. Et donc de laisser une certaine forme de liberté pédagogique aux établissements de développer leur propre formation. Donc indirectement, j'essaye aussi de répondre, c'est-à-dire que nous sommes des lieux d'imagination, d'inventivité, de création pédagogique. Et donc c'est ça aussi qui fait quand même notre identité et peut-être notre force, certes avec des badges, des certifications qui viennent entériner, enregistrer le travail qui a été fait, mais c'est qu'on est aussi un lieu de formation en constante évolution. Voilà. Et donc je dirais que notre identité, elle est aussi là, c'est-à-dire dans la création de formation, dans l'accompagnement des étudiants. On les amène certes à des diplômes, certes à des certifications, certes à des validations d'acquis, certes, etc. Mais on est aussi un lieu où on réfléchit, où on essaye de faire réfléchir les étudiants. Enfin voilà. Et donc la question, c'était vraiment, donc Sophie, quand tu disais il y a la formation pour 7000 étudiants, mais en fait la certification, c'est pas la formation, on est d'accord. Hein. Voilà, ils suivent une formation. Et cette formation, elle a pour objectif de les conduire à la certification qui vont pouvoir passer quel que soit le moment de leur cursus, c'est ça? Exactement. Voilà, d'accord, ok. C'était bien ça que je voulais savoir. C'est aussi la même chose justement avec la collectivité, avec les partenaires locaux, puisque donc UCA a signé il n'y a pas longtemps une convention avec la métropole de Nice,
avec le PLI, justement, pour proposer une formation et un accompagnement donc hybride à des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont en réinsertion, qui ont un réel besoin pour justement limiter la fracture du numérique. Bon, je tourne peut-être autour de mon univers, mais c'est celui que je connais le mieux. Donc justement, pour travailler là-dessus, et on a vraiment un réel travail collaboratif entre donc formation qualifiée d'universitaire, donc le domaine que je travaille avec eux, que j'adapte bien évidemment à ce public-là, et tous les ateliers qui sont conduits par la métropole, par le PLI, etc., pour proposer justement au sein de l'université une formation et une prise en charge complète d'un type de public très spécifique. D'autres questions, commentaires sur la question avec un grand L, ou bien d'y aller plus Mais petitement? même d'autres questions. Moins complexes. Parce qu'il y a quand même des éléments intéressants qui ont été soulevés. L'idée ici, et je pense qu'on l'entend dans vos deux interventions, c'est quel est le sens finalement de la présence universitaire à l'heure actuelle? Quel est le sens au moment où on peut suivre des MOOC, on peut faire de la certification, on peut trouver... Quel est le sens de ce qu'on a, nous, comme enseignants ou enseignants-chercheurs au cœur de l'université, et quelle est notre valeur ajoutée à tout ce savoir disponible sur la toile? Et ça, je crois que c'est une vraie question, celle de ce qu'on a envie de devenir. Elle reprend aussi celle de qu'est-ce qu'on apporte à ce public qu'on rencontre, ou je dirais même aujourd'hui à ces publics qu'on rencontre. Et ça, pour moi, ça revient à cette idée de posture. C'est-à-dire, je ne suis plus juste ce transmetteur de connaissances, et à la limite, si c'est ça mon rôle, c'est quasiment extrêmement triste et desséchant pour un enseignant ou un enseignant-chercheur d'être juste un petit perroquet qui va répéter chaque année un petit contenu. Je pense que c'est pas ça, mais comment est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'afficher ce qu'on est, de mettre de l'avant ces espaces de créativité, d'originalité, alors qu'on voit en effet dans le côté privé, en tout cas, des entreprises ou des organismes de formation qui ont avancé, effectivement, peut-être un peu plus vite que nous, ou en tout cas culturellement dépendant des régions dans lesquelles on habite un peu plus vite, puisqu'on voit qu'on n'avance pas tous non plus comme université. On ne peut pas parler de l'université avec un grand U internationalement parlant. Non? Si je puis me permettre, pour rebondir là-dessus, en fait, souvent on oppose l'enseignement tel qu'il se fait à l'université en présentiel et puis l'enseignement tel qu'on peut le trouver sur la toile, que ce soit des MOOC, des ressources éducatives libres, etc. Moi, j'ai le sentiment que c'est en articulant les deux qu'on va pouvoir dégager justement une zone à la fois de liberté mais de transformation. Et je pense qu'au sein des universités, je ne sais pas si c'est partagé, souvent les collègues enseignants-chercheurs ont une injonction personnelle qui est « je dois tout créer ». Je dois tout inventer, alors qu'en fait, on peut inventer avec quelque chose qui existe déjà dans un réseau de collaboration, en se servant déjà de ressources. Et dans notre projet Écrit Plus, c'est ça aussi qu'on voudrait créer, c'est une communauté d'usage, un partage de ressources qu'on peut s'approprier et qu'on peut éventuellement enrichir, faire évoluer, mais qu'on peut aussi mettre en œuvre très pratiquement dans nos enseignements. Et j'ai l'impression que c'est aussi ça qu'on doit faire évoluer chez les enseignants-chercheurs, et nous en particulier, enfin tous, je veux dire, moi je m'y inclus, c'est qu'on n'est pas obligé de tout réinventer à chaque fois pour faire de bon enseignement, même quand on est un enseignant-chercheur. Enfin. Gabriel. C'est bien, ça va faire un peu de sport à Gabriel, n'hésitez pas. Bonjour, alors moi je suis chargée d'orientation et d'insertion professionnelle, donc je reçois beaucoup de demandes d'étudiants, futurs étudiants, lycéens, mais aussi de personnes de formation continue. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on veut venir à l'université? Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par l'université? Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est le diplôme. C'est vraiment ça, la force de l'université, c'est de pouvoir proposer une formation diplômante qui va donner à la fin un niveau d'études qui aujourd'hui reste finalement la clé d'entrée de l'emploi. Moi j'entends les certifications, oui c'est bien, c'est important, faut le développer, surtout quand il y a une demande.
Mais ce qui reste, à mon avis, un des gros chantiers de l'université, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter pour proposer un diplôme à des personnes qui ne peuvent peut-être pas venir à l'université étudier à temps plein. Aujourd'hui, on parle de VAE, donc de validation des acquis de l'expérience pour valider un diplôme. On parle de formation modulaire, qui sont compliqués à mettre en œuvre si on lui dit ah bah le module il est le lundi de 10 à 12 et puis le vendredi de 14 à 16. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à réinventer là-dessus en complément de tout ça, mais aujourd'hui ce qui va freiner les gens à venir à l'université, notamment je pense à la formation continue, hein, c'est un petit peu notre façon de fonctionner. Finalement, notre façon de fonctionner qui dit un étudiant, il doit être là du lundi 8h jusqu'au vendredi 18h. C'est ce qui finalement aussi bloque l'accès parfois à la formation. Voilà, je me permettais de rebondir, il n'y a pas vraiment de question dessus, mais voilà mon ressenti à l'heure actuelle qui est de dire que finalement la force de l'université, c'est le diplôme, mais c'est aussi sa faiblesse dans son organisation à l'heure actuelle. Juste pour te répondre, hein, Camille, hein, tu le sais parce qu'on a un petit peu travaillé ensemble sur le projet, mais un des objectifs de LHUCA, hein, c'est de construire des ressources pour rendre accessibles ces diplômes et ces formations hors les murs, à des étudiants qui seraient en alternance, qui auraient un autre projet, qui travaillent, qui sont empêchés, qui travaillent loin, comme au Canada, qui peuvent pas se déplacer. Enfin, voilà. Donc, c'est un des objectifs du projet. Ça va passer par, justement, utiliser des ressources numériques qui existent. Déjà ailleurs, il en existe plein, hein, évidemment dans les universités numériques thématiques, ça on va travailler là-dessus. Une des premières actions qu'on va faire, c'est qu'on a recruté des étudiants qui vont aider à construire ces pédagothèques pour les enseignants, à côté des enseignants. Donc voilà, c'est tout ça, ça se rejoint et on va essayer de le faire, en tout cas déjà au niveau licence, à travers ce projet. Quand vous mentionnez l'idée du diplôme, on constate quand même dans les recherches actuelles qu'il y a une tendance qui est en train de s'inverser, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'étudiants ne considèrent plus que le diplôme est la garantie de l'emploi. D'abord parce qu'on commence à le voir dans les chiffres, ensuite parce que le nombre de diplômés est augmentant, ils ne trouvent pas nécessairement un emploi du niveau de diplôme qu'ils ont obtenu. Donc on en a quand même qui viennent, et c'est aussi rassurant, pour le sens que ça peut leur donner, pour un développement de compétences, pour l'idée de découvrir de nouvelles connaissances, des champs qui les interpellent. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce qu'on leur propose comme organisation est encore très pensé dans cette logique juste diplômante, alors que finalement, je pourrais choisir d'aller faire un cours en géomatique parce que je trouve ça particulièrement intéressant dans mon domaine d'éco-gestion. Et cette porosité, on a encore du mal à l'envisager parce que si on regarde dans notre histoire de l'université, on avait une vision relativement classique de l'étudiant qui suit un parcours tout bien emboîté, qui avance progressivement et dans un choix qu'il a fait à 18 ans, puis il va bosser 45 ans dedans. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Et donc, l'étudiant, ce papillonnage, finalement, ce qu'on doit faire, c'est à la fois lui proposer une formation initiale, lui permettre de développer ses compétences qui sont de l'ordre des moins classiques que l'université envisageait, puis à mon sens aussi lui donner le goût de revenir en nos murs ou hors nos murs, c'est-à-dire être porteur de cette envie de dire bah tiens, peut-être qu'à l'UCA, il y a de la formation continue qui m'intéresse et qui s'offre à travers les open badges que je peux faire valider par ma VAE ou par un autre mode de fonctionnement, mais c'est vraiment un changement de posture majeur, voire même de paradigme en matière d'enseignement et d'apprentissage pour les établissements. Et c'est une grosse machine, hein, l'université, parce que ça veut dire les enseignants-chercheurs, mais ça veut dire aussi les étudiants. Et c'est pas un public si facile que ça à faire changer. On les a tellement bien habitués à venir s'asseoir puis écouter qu'ils font ça très bien, comme vous faites ça très bien. Mais en vrai, je n'ai aucune idée de ce que vous pensez, ni de ce que mesdames écrivent au premier rang, par exemple. Je ne sais pas. C'est aussi les acteurs administratifs du monde de l'université, parce que des fois, tu as des super idées, mais ça ne marche pas du tout administrativement. Ne parlons même pas d'Apogée, qui est mon meilleur ami. On a l'équivalent, il ne s'appelle pas comme ça, mais c'est la même chose. C'est quand même extraordinaire de savoir que c'est un logiciel de gestion de notes qui gère comment pédagogiquement je dois fonctionner. Je trouve ça hallucinant. C'est extraordinaire. Et le nombre de caractères que je peux rentrer, et à quel moment je dois le rentrer. C'est fabuleux. Alors on nous dit le système, mais le système c'est vous et moi. L'université, c'est pas juste un président puis 3 vice-présidents. C'est nous tous. Et donc c'est collectivement qu'on doit aussi faire changer les choses. C'est cette intelligence collective dont vous parliez ce matin, ces compétences collectives à développer. Puis on ne se le cachera pas, les enseignants-chercheurs c'est un peu comme une troupe de chats.
on est tous d'accord de marcher ensemble si on est le premier puis qu'on va dans notre direction. Et tant qu'on n'acceptera pas aussi que la collectivité, ça veut dire ne pas toujours être en avant du groupe, puis considérer qu'on peut faire des choses bien et reconnaître le travail de collègues mis en valeur. Enfin, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire quand vous avez dit, Sophie, que l'Université de Nice était la première à l'avoir faite. Je trouve que ça, c'est quand même une belle reconnaissance d'un travail mené. Ça devrait être en tête de votre site Internet. Et moi, du coup, j'ai la question du comment. Et ben oui, parce que du coup, moi, je suis d'accord, 100% d'accord. Je suis même d'accord pour être à l'arrière du peloton de chats. Ça me pose pas de problème. Mais comment on y va? Alors, oui. Attendez, je pense qu'on va vous faire passer le micro pour que vous soyez sur la bande. Un des leviers pourrait être, par exemple, parlons argent, enfin, la prime de reconnaissance pour l'implication pédagogique est beaucoup moins élevée que la prime recherche. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, on évoquait le fait que pour certains enseignants-chercheurs, c'est un petit peu dur de les motiver. Ça pourrait être aussi un premier levier assez basique pour les impliquer. Et sinon, j'avais une question pour vous, Christelle. Vous parliez donc des différents acteurs de l'université. Est-ce que chez vous, par exemple, dans bibliothèque universitaire, vos collègues ont travaillé sur des référentiels aussi de compétences documentaires, ou comment ils travaillent avec les enseignants-chercheurs? C'est une vraie question qui se pose. Il faut savoir, même en France, les bibliothèques sont souvent les premiers leviers pour soulever les verrous en matière de transformation pédagogique. C'est-à-dire que les bibliothèques souvent se disent, bon, ok, il y a quelque chose qu'on doit changer dans notre modèle, et ils deviennent ces acteurs de changement, souvent en commençant par l'espace en lui-même, qui grappille et se dit, bah, tiens, on va faire des salles, les enseignants viennent voir. Et honnêtement, j'ai plusieurs exemples d'établissements en France que j'ai accompagnés autour de ces questions-là et où on le voit. C'est vrai que cette question se pose chez nous aussi, notamment sur toute la question à l'heure actuelle des sources. Comment amener l'étudiant à trouver des sources? Alors des sources, il y en a des centaines, hein. YouTube a des vidéos exceptionnelles, mais aussi des trucs absolument hallucinants de niaiseries. Et parfois, l'étudiant vous met tout ça sur le même plan. Et donc, la question, elle est plutôt aujourd'hui de trouver où c'est, mais d'avoir une question dans le référentiel, et c'était présenté tout à l'heure, d'organiser, de questionner la pertinence et la validité. Et ça, ce sont tous des éléments sur lesquels, à l'heure actuelle, on travaille encore peu. Et le lien avec l'enseignant-chercheur devient un essentiel pour être fait, mais il est lent. Par exemple, moi, j'enseigne effectivement un cours ce semestre-ci autour d'innovation, où je fais intervenir la personne de la bibliothèque qui va donner une formation à mes étudiants de master pour aller chercher des articles. On se dirait, en master, ils savent déjà aller à la bibliothèque. Il y a un étudiant qui m'a dit, c'est génial, on a une bibliothèque. Je me disais, ok, on a encore un bout de chemin à faire. Je lui ai dit, mais oui, il était tout heureux. Mais on voit bien qu'on a là une fracture. Tout à l'heure, on parlait un peu de fracture numérique. On a aussi une fracture vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'on a été beaucoup à donner à l'étudiant le matériau, parfois même les notes qu'on avait nous-mêmes rédigées, en perdant de vue que finalement, il y a aussi un objectif là derrière qui est de dépasser mon cours, mes notes et mon contenu, mais bien, quelles sont les compétences vers lesquelles je souhaite entraîner? On devrait y voir une progressivité du L1 au M2. Je devrais m'attendre à avoir des compétences de haut niveau et en termes de complexité aussi qui peuvent apparaître. Je voudrais rebondir sur la proposition faite par la collègue sur comment on y va, comment convaincre. Alors, vous évoquiez fort justement la nécessité de peut-être rééquilibrer les primes de reconnaissance, mais on sait très bien que malheureusement, si ça passait que par l'argent, la solution serait déjà trouvée. Mais si on applique un peu les théories de la motivation aussi à nos collègues, auprès de nos collègues et pas que sur nos étudiants, ça pourrait être intéressant quand même un petit peu de J'attends de voir le modèle de motivation que vous avez choisi. Voilà. Donc, on pourrait peut-être déjà considérer que tout naturellement, les collègues qui n'ont pas vu autre chose et qui ne sont que eux-mêmes le résultat d'une longue histoire, d'une pédagogie transmissive, du modèle scolaire et de la forme scolaire, ont bien du mal à imaginer comment ils pourraient sortir de leur zone de confort sans prendre trop de risques et trouver autant d'efficacité que ce qu'ils font à l'heure actuelle, en tout cas ce qu'ils perçoivent comme étant efficace aujourd'hui. Donc là, je me semble que la grande difficulté, le challenge, c'est d'essayer de montrer qu'avec des petits pas, on arrive
sans se mettre en souffrance au travail, à adopter une plus grande diversité de pédagogie, parce que je crois que la richesse, elle est dans la pluralité des pédagogies en fonction des besoins que l'on a et des attentes des étudiants aussi. Il ne s'agit pas de dire on va tout balayer et faire de la pédagogie active basée sur le numérique à 350%. Je dirais que c'est complètement ridicule. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est essayer de proposer des outils et des pédagogies adaptées en fonction d'objectifs très clairs, une variété de situations. La vraie question, me semble-t-il, peut passer, un vrai levier peut passer par cette nouvelle formation obligatoire des enseignants-chercheurs qui rentrent dans le métier. Moi, je vais essayer de m'engager là-dedans pleinement. Je crois que c'est la nouvelle génération montante et le travail qui peut être fait aussi au sein de l'école doctorale pour l'accompagnement à minima de ces jeunes collègues sur un certain nombre de thématiques, sur la pédagogie, mais pas que, qui peut être un vrai levier de changement. Parce que si nos jeunes collègues qui rentrent dans le métier rentrent en n'ayant pas peur d'opter pour un nouveau paradigme, qui n'aient pas peur également de pouvoir afficher l'efficacité de ce qu'ils font et d'en faire presque une carte de visite. Là, il y aura sans doute je dirais pas imitation, mais radiation, des collègues qui se rendront compte que ils se font toute une montagne de quelque chose qui peut être fait très simplement dans un amphithéâtre ou bien dans une salle de TD. Je crois à des exemples exemplaires. Je crois à la capacité de produire des maîtres étalons qui permettent d'accompagner progressivement le changement, et je crois que les entrants dans la fonction d'enseignant-chercheur vont être les leviers de changement pour notre nouvelle université. Et si vraiment il y a un levier d'accompagnement vers ce changement, il doit passer par la formation de formateurs et donc par ce biais de cette formation, d'abord à l'entrée dans le métier et puis ensuite une vraie formation continue qui soit reconnue comme telle au sein de l'université, qui permette à nos collègues eux aussi de se professionnaliser et d'avoir une visibilité de leur démarche et de leur volonté d'essayer de renouveler les pratiques dans l'enseignement supérieur. Voilà. J'aimerais réagir sur cette formation des nouveaux maîtres de conf stagiaires dont vous parlez. Quand on parle d'obligation, la première obligation, elle revient aux établissements. On est bien d'accord que si on regarde le décret du 9 mai 2017 et l'arrêté qui en a suivi, c'est bien sur l'établissement déjà. Ce qui est une vraie progression entre nous. Un certain nombre d'établissements en France n'avaient ni centre d'accompagnement à la pédagogie, ni aucune formation, ni aucun appui, et pas juste des petites universités de région qu'on pourrait imaginer. Je pourrais vous en citer des grosses où il ne se passe rien. Donc moi aussi, je pense que c'est un levier à utiliser et à voir comment il va être mobilisé intelligemment. Je pense qu'en ce sens-là, le ministère a fait quand même des progrès quand on va voir apparaître les repères pour l'exercice du métier qui s'en viennent, qui ont été chèrement défendus de part et d'autre entre la CPU et le ministère. Je crois qu'on va avoir des pistes. Je pense aussi que l'idée d'avoir l'équivalent d'un CRCT pour travailler sa pédagogie, tout comme on peut en avoir pour la reconversion thématique en recherche, est une piste intéressante. Le fait d'avoir l'échelon supplémentaire pour les exceptionnels maîtres de conf pour les choses en pédagogie, je pense que ça peut être un levier intéressant. Le fait de redonner aux palmes académiques, non pas l'idée que ça fait 153 ans que tu es à l'université, mais que tu as fait des choses intéressantes, ça devrait être un espace de valorisation. Et c'est donc en ce sens-là que oui, il y a l'argent, mais il y a aussi les à côté. Ceux où pour la première fois on va remettre dans la balance, parce qu'on va se le dire franchement, si on était capable, sonnant et trébuchant, de dire combien valait chaque étudiant qu'on a formé, on dépasserait probablement largement en impact sociétal ce qu'on fait en recherche. On va tous se le dire franchement, on n'est pas demain matin tous prix Nobel et on n'aura pas 69 000 citations sur Google. Donc à part ta mère, tes doctorants que t'obligent à lire, les 3 reviewers, ton article, il a quand même pas révolutionné le monde. La majorité d'entre nous, il faut qu'on se garde une certaine... tête froide, ouais. Voilà, à un moment donné, il faut ramener. Or, socialement parlant, quand même, notre impact par les étudiants, par tous ces gens qui aujourd'hui créent des nouvelles choses, pensent à ça, c'est aussi nous qui sommes ces leviers de transformation de ces gens-là. Et ça, c'est triste qu'on ne soit pas, que ça soit pas vu comme étant un poids important. Parce que quand on se parle de compétences collectives, je crois qu'on est réellement des acteurs pour faire changer le monde. L'université est un établissement qui est aussi dans une logique de faire changer le monde parce que les gens qui y passent
deviennent porteurs de ces compétences multiples et diverses qui font que demain, le monde va évoluer. Et ça, on le met encore relativement peu de l'avant. Et je crois que là, on a un vrai levier à faire saisir par nos gouvernances sur cet impact sociétal qu'on a, vous et moi, comme enseignants-chercheurs. Ouais, et pour aller dans ton sens, ça peut être aussi sur le mode de recrutement. C'est-à-dire le mode de recrutement des enseignants-chercheurs, on va d'abord recruter sur la recherche, c'est Isabelle qui le disait ce matin, on va d'abord recruter sur les articles qu'on a produits, la qualité de la thèse, mais jamais sur la pédagogie. Si on a eu une expérience un jour dans une université, c'est mieux, mais c'est juste un plus. Oui. C'est pas une obligation. Ce qui va compter, c'est le facteur d'impact de la revue dans laquelle on a publié et le nombre de citations qu'on a pu avoir. Donc, ça, déjà, sur le mode de recrutement, c'est vrai qu'on pourrait recruter peut-être plus d'enseignants, enfin, disons, que de chercheurs et ou de chercheurs d'enseignants. Il y a eu des efforts qui ont été faits quand même, enfin, il y a eu des voies, des pistes qui ont été envisagées sur la modulation de service. Bon, il y a eu un branle-bas de combat sur la modulation de service parce qu'elle a été perçue comme négative en disant si tu fais pas ta recherche, tu feras 392 heures. Bon, c'était pas la bonne méthode pour y arriver. On aurait pu à cette époque-là dire ok, moi, je veux pendant un an, tu parlais de congé de sabbatique, mais ça peut être une modulation de service aussi. Hein. Pendant un an, je vais me consacrer uniquement à la pédagogie, je fais plus de recherche. Puis l'année d'après, bah hop, je refais chercheur. Et puis, bon, et ça, c'est pas fait. Ça pourtant, au sein des universités, ça pourrait être mis en place assez facilement, une histoire de compensation. On fait nos heures, mais on est tantôt plus pédago, tantôt plus recherche, parce que être bicéphale à l'année, voire tricéphale avec la partie administrative, on en discutait hier, ça nous empêche de faire autre chose aussi, quoi. Comme on dit dans mon université, tu as 40% recherche, 40% enseignement, 40% administratif. Moi, c'est 50, on dit. 50, 50, 50. Ça, c'est chiant, par exemple. Nous, tu vois, 120, ça paraît moins pire. Tu te dis, bon. La façon dont on recrute les enseignants de lycée, c'est depuis la masterisation. Donc, il faut un bac plus 5. Hein, pour commencer à 1 400 € net, hein, soit dit au passage. Ben on se rend compte qu'on commence à voir dans les chiffres qu'il y a une crise des vocations. Hein, et qu'on se passe, je trouve, de personnes qui ont la fibre de la pédagogie et qui ne pourront jamais être enseignants ou jamais titularisés parce qu'ils n'ont pas le bac plus 5. Hein. Je trouve que c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on recrute sur des critères de tête bien pleine et on pense que c'est ça qui fait la différence. Donc moi, je m'oppose à ça à titre personnel. Peut-être juste pour revenir sur ces points, j'aimerais bien de nouveau poser une question juste un peu provocatoire. Peut-être dire, ça sert à quoi en fait tout ça, hein, juste pour voir, parce que c'est pour quelqu'un qu'on fait cet effort de en fait certifier, parce que du moment où on parle de compétences, quand même, on est intéressé à la certification, à l'évaluation et à la certification, parce que c'est un peu quelque chose de flou, il faut être capable de le mettre en valeur, le comprendre, l'identifier, de l'évaluer, de le certifier. Donc, alors il y a une partie sûrement formative que peut-être on n'en a pas là, on parle plutôt peut-être de certification, donc plutôt sommative, comment montrer à la société quels sont les acquis de mon apprentissage. Donc là, on peut imaginer que je me remplis de badges, parce que l'objectif d'un étudiant, ça pourrait être celui de avoir comme le diplôme maintenant le plus de badges possible. En même temps, dans une réalité complexe, une société, on a en même temps nous, qu'on travaille dans une direction, mais l'autre chose aussi change en même temps. Donc nous, on est en train de penser, ok, on certifie. De l'autre côté, il y a une réalité, c'est nous, si on certifie, peut-être c'est pour le monde du travail. De l'autre côté, ils sont en train de changer, ils sont en train de s'adapter, il y a une réalité qui est en train de changer. Par exemple, je regardais dans les nouvelles techniques de recrutement, ils disent on arrête de recruter sur les CV, on préfère, maintenant il y a des méthodes où on les prend et on les fait travailler, et on les regarde dans le milieu de travail. D'accord, ils trouvent que c'est beaucoup plus efficace, hein, c'est assez objectif. Donc je me demande, on est au début, hein, mais sûrement il y aura des exagérations à un certain moment, mais est-ce que vraiment on a besoin on faisait même avant de l'associatif, on faisait plein de choses, c'est vraiment le badge qui nous sert pour augmenter, quelle est l'utilité finale pour le monde du travail, juste pour comprendre, ça se peut qu'il y ait une utilité finalement. On en a plus de certifications, maintenant on certifie plein de choses. Juste un débat sur ça. Merci.
moi, mes étudiants, lorsqu'ils sont diplômés de mon master, on a essayé de travailler avec eux la différence qu'ils vont pouvoir porter sur le marché du travail. C'est-à-dire, à diplôme équivalent, comment vous allez vous distinguer d'autres diplômés. Donc moi, je les fais travailler sur leur talent. J'essaie de valoriser le plus qui va donner quelque chose d'unique à leur candidature sur un poste. Et ce plus ne peut se traduire qu'à travers des choses très concrètes et très matérielles qu'ils peuvent apporter comme étant autant de preuves de ce qu'ils savent faire réellement. Parce que le terrain nous renvoie le fait que on peut avoir un diplôme, on peut avoir une tête bien pleine, mais concrètement, ne pas satisfaire au niveau d'exigence immédiatement demandable par le terrain de l'emploi. C'est la raison pour laquelle la professionnalisation passant aussi par l'alternance, mes étudiants arrivent à convaincre aussi les terrains futurs qui sont leurs terrains d'emploi grâce aux stages qu'ils font et aux preuves qu'ils apportent dans les services, dans les entreprises qu'ils côtoient alors qu'ils ne sont pas encore diplômés, qu'ils seront capables d'assurer le poste sur lequel ils seront potentiellement recrutés. J'ai des étudiants qui sont débauchés à l'issue du M1. Ils finissent même pas le Master 2. Voilà. Et quand ils sont à l'issue du Master 2, ils ont déjà un pied dans l'entreprise et ils sont à peu près garants de trouver un emploi. Maintenant, moi, je ne forme pas 600 étudiants. J'en forme 20 maximum, mais je ne sature pas le bassin d'emploi dans le domaine vers lesquels je les spécialise. Mais ce qui est clair, c'est que je travaille sur le talent de chacun. Et à l'université, on n'a pas l'habitude de faire ça. On attend que tout le monde ait un diplôme, tout le monde avance à la certification au même rythme. Travailler sur les trajectoires individuelles de formation, c'est quelque chose qui vient de l'univers de la formation des adultes et la formation continue, qui n'est pas encore arrivé dans la mentalité de l'université. Parce qu'on a affaire à des masses de personnes et pas à des individus qu'on accompagne de manière individualisée. Là se pose la vraie question, est-ce que l'université est capable et a trouvé les moyens, à un moment donné, de travailler à une individualisation ou une différenciation de l'offre qu'elle propose aux gens. On parlait d'offres modulables, modulaires, etc. C'est une vraie question. Est-ce qu'on est capable de diplômer des gens qui en plus auront développé une singularité qui va leur permettre de trouver de manière à peu près certaine un emploi? Alors effectivement, quand moi j'ai présenté à mes étudiants les histoires des open badges, j'ai quelques, quand même, moyenne d'âge dans mon master, 45 ans, des personnes qui m'ont dit « Non mais vous rigolez, nous les bons points, ça va 5 minutes ». Et on voit très bien la dérive possible de chercher, comme vous l'évoquiez, à avoir un maximum de badges. Eh bien, ça revient à la méconnaissance du badge, c'est-à-dire le badge en tant que motivation extrinsèque, gagner des badges pour gagner des badges. À l'inverse, être dans une démarche où je veux revendiquer moi, pour mon talent, de le valoriser à travers ces indicateurs ou d'autres indicateurs. Donc vraiment, moi je trouve que le vrai challenge, c'est pour moi en tant que conceptrice de formation, d'arriver à diplômer une cohorte et à faire sortir de cette cohorte des talents, des singularités qui vont trouver des traces matérielles pour pouvoir justifier par la preuve, par le régime de la preuve. C'est pour ça que pour moi, l'approche par compétence à l'université, c'était le seul moyen d'aller dans la cohérence de cette démarche-là. Et les open badges rentrent dans cette logique. Et ça va dans la logique aussi de changement des pratiques pédagogiques dans l'offre de formation que je porte. Donc c'est un changement total de paradigme. C'est pas juste apporter les badges qui serait l'arbre qui cache la forêt. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, égale changement de paradigme. Et là, on est cohérent. Et on peut rendre compte des effets que l'on produit. Parce que, oui, Madame Lison, moi, le meilleur retour que je peux avoir, c'est des étudiants qui sont diplômés et sont en emploi, qui créent du réseau, voilà, au sein du territoire, qui accueillent de nouveau d'autres étudiants dans des terrains de stage, qui cautionnent, qui valident, qui justement vont pouvoir être aussi valider des badges, etc. Et c'est ce système de réseau, qui n'est pas un système de cooptation, qui donne quelque part une visibilité de la qualité de ce qui est fait en retour à l'université. Peut-être juste un petit mot par rapport à ça, parce que depuis tout à l'heure, il y a une question qui tourne, c'est la question de
de la consommation individuelle de la formation à l'université. Donc les étudiants viennent prendre des modules, etc., par rapport à leur projet professionnel individuel. Et moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est sur l'aspect inverse, c'est-à-dire le bénéfice du collectif. Alors, par rapport à la question qui était posée, quelle est la plus-value de l'université? Je crois que la plus-value de l'université, c'est d'avoir des enseignants-chercheurs. C'est-à-dire des gens qui sont à la pointe de la conceptualisation sur leur discipline et qui peuvent permettre effectivement d'apporter des choses qui sont jusque-là inédites et qui permettent de tirer le collectif vers le haut, je dirais. Et pour qu'on puisse effectivement tirer le maximum de cette approche par compétence, je crois qu'effectivement, il faut d'une part faire en sorte que la pédagogie de l'exemple que vous avez évoqué à certains moments dans ce que vous avez dit tout à l'heure puisse être là, c'est-à-dire effectivement rendre visible ce que produit une pédagogie d'approche par compétence, parce qu'on voit à la fois le plaisir que les étudiants prennent à apprendre et le plaisir que les enseignants prennent à enseigner et à former dans ce cadre-là. Et donc, on a là des formes de motivation qui sont des motivations fortes, me semble-t-il, par rapport à l'exercice de ce métier. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a toute la dynamique collective que j'ai évoquée ce matin avec la spirale, qui est une prise en charge institutionnelle, véritablement, d'un corps professionnel qui co-construit ses compétences au fur et à mesure qu'on avance. Et là, on est aussi dans une dynamique de formation des enseignants eux-mêmes pour aller vers autre chose que ce qu'ils ont fait jusque-là, et pas forcément avec beaucoup de risques, parce que, ayant vu ce que ça peut donner, il voit bien que c'est à portée de main, que c'est pas si compliqué que ça, comme vous le disiez. On peut passer à cette façon d'enseigner et qui permet d'enrichir à la fois les étudiants qui peuvent venir effectivement construire leur projet professionnel, leur projet personnel, mais en même temps construire une société qui avance véritablement sur la base des talents des enseignants-chercheurs, parce qu'ils sont enseignants-chercheurs. Mais je fais un peu du pouce sur ce que vous venez de dire. C'est aussi l'une des problématiques qu'ont eu les sciences de l'éducation. On ne s'est pas rapidement saisi de collecter rigoureusement des preuves autour des retombées de ces transformations pédagogiques. C'est-à-dire qu'on a, pendant un temps, laissé ça un petit peu voguer. Un certain nombre de disciplines l'ont fait. On voit d'ailleurs ces revues disciplinaires qui portent sur l'enseignement de la discipline, et il y en a bien plus que ce qu'on croit, en fait. Si on regarde, il y en a en administration, il y en a en sciences de l'ingénieur, il y en a en chimie, il y en a en physique. On en voit donc ces espaces ont été investis. Et je crois qu'il y a un travail aussi des sciences d'éducation de revenir avec des données probantes pour démontrer aux enseignants-chercheurs tout le potentiel et l'intérêt de penser leur développement professionnel en termes de transformation pédagogique en se basant sur des données probantes collectées dans leur enseignement, et donc d'avoir la force du trait d'union, d'être à la fois enseignant et chercheur, autant autour de sa discipline en matière de contenu, mais aussi autour de l'enseignement et de l'apprentissage de la discipline, du double point de vue. Et donc je crois qu'il y a aussi un travail de nous, comme sciences de l'éducation, à aller dans cette logique pour penser un développement professionnel de l'enseignant-chercheur sur les deux volets du travail. C'était juste pour des petits rebondissements sur des petites thématiques. D'abord sur la question pourquoi certifier. Je pense qu'en France, vraiment culturellement, le diplôme, la qualification, la certification, ça reste hyper important, incontournable. Nous, probablement parce qu'on a des conventions collectives qui associent des niveaux de diplôme à des postes. Et donc pour l'instant, ça va être quand même difficile d'en sortir. En tout cas, bon, on est peut-être en chemin avec les nouvelles ordonnances et les nouveaux fonctionnements, mais on est quand même dans un système très structuré par certification, par qualification, par certification professionnelle, etc., etc. Autre chose sur la notion de talent, c'est un peu comme la compétence, hein. Il y a plein de définitions différentes. Alors, est-ce que quelqu'un qui est talentueux, c'est quelqu'un qui est compétent, plus compétent que les autres, ou plus engagé que les autres, ou différent, ou plus voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être talentueux? Effectivement, il y a une différence qui se marque par rapport aux autres. Il y a une manière de se démarquer. Et c'est vrai que peut-être que les badges seraient un moyen de marquer certains talents un peu différemment par rapport à ça. Puis dernière chose, un petit retour d'expérience personnelle. Donc moi, j'ai fait un parcours normalement
destinée à me former en tant qu'enseignante, puisque j'ai fait l'école normale supérieure, l'agrégation, puis après concours de maître de conf, j'ai eu 0 heure de pédagogie. Pas une, enfin rien. Voilà. Donc effectivement, en termes de formation pédagogique, on m'a mis dans le grand bain, on m'a dit tu vas faire cours en master. Et puis petit à petit, oui, les questions pédagogiques sont revenues en boomerang, parce que c'est quand même ce qu'on fait beaucoup au quotidien, même si on écrit des papiers, même si on fait du terrain de recherche, il y a des périodes où on fait quasiment qu'enseigner, corriger, etc. Donc voilà, c'est un vrai manque, il y a une vraie évolution, il y a un vrai changement de paradigme à faire là-dessus. Bonjour Yanis Aliferis, donc juste pour rebondir par rapport au dernier point de Eve, depuis cette année, les établissements ont l'obligation d'offrir une formation à la pédagogie aux nouveaux enseignants-chercheurs, donc aux maîtres de conférences stagiaires qui sont recrutés. Et ça va changer, on espère, avec l'équipe qui organisons tout ça. Il y a Solange, il y a un certain nombre, là, je ne vais pas citer tout le monde. On travaille là-dessus, et dans le cadre du DU qui s'appelle maintenant O, donc enseigner et apprendre à l'université, qui s'adresse aux autres enseignants-chercheurs qui ne sont pas nouveaux. On ne va pas les dire anciens non plus, on va les appeler les non-nouveaux enseignants-chercheurs. Et donc voilà, il y a un vrai effort pour valoriser l'investissement pédagogique. On voit que ça vient aussi du ministère, et de commencer à casser ces déséquilibres entre les deux branches d'activité de l'enseignant-chercheur, et de les mettre le plus possible sur un pied d'égalité. Voilà. Merci. Je sais très bien, mais je pense que le problème, c'est pas tellement les jeunes, parce que, en fait, de mon expérience, les jeunes, en général, ils sont motivés pour les nouvelles méthodes pédagogiques, mais le problème, c'est que c'est pas eux qui ont les responsabilités de cours, donc le problème, c'est plus les anciens, et donc c'est eux qu'il faut motiver pour changer leurs vieilles habitudes, donc ça, c'est un peu compliqué. J'avais une question, moi, plus terre à terre, sur l'approche par compétences. Je me demandais, est-ce que ça a du sens à tous les niveaux ou à seulement à certains niveaux? Par exemple, on a vu l'expérience à l'UNS, c'était au niveau de la faculté de sciences. Est-ce que ça a plus de sens de faire au niveau de la faculté de sciences, ou est-ce que si je fais l'approche par compétences au niveau du département de physique, ça a autant de sens, ou alors carrément un plus bas niveau, au niveau du NUE? Est-ce que ça a du sens à toutes les échelles? J'ai l'impression que la question s'adresse à moi. Et je pense que ça a du sens par rapport à des collectifs. Et ça peut être des collectifs de différents niveaux. L'équipe pédagogique d'abord, parce que ça, je pense que c'est extrêmement important. Ça peut être un collectif d'enseignants plus large, le département de physique. Ça peut être un collectif encore plus large, l'université dans sa globalité. Et ça peut être encore plus large, ça peut être le corps des enseignants-chercheurs, par exemple, voire le corps des enseignants tout court, parce que je pense que la formation par les compétences, ça a du sens à la maternelle comme à l'université. Juste en complément, Isabelle a présenté les résultats sur la faculté des sciences, parce que c'est là où elle a travaillé majoritairement et là où c'était le plus abouti, mais elle a dit en STAPS, il y a eu aussi un travail qui est quasiment au même niveau. À l'ISEM, ils ont vraiment aussi bien avancé, bien commencé. En fait, on a travaillé au niveau de chaque composante, donc ça a été une démarche globale sur l'université, même si chacun n'est pas allé au même rythme, mais en tout cas, c'est l'idée, c'est vraiment d'essayer d'impliquer tout le monde et forcément pas au niveau de l'UE, mais d'équipe pédagogique d'un programme. Donc, on n'est pas sur de l'unitaire sur l'UE. On va toujours travailler globalement. Et il y a un travail et des référents dans chaque composante. Donc, je ne sais pas de quelle composante vous êtes, si vous êtes de l'UNS, mais... Je suis du département de physique. D'accord. Donc, au département de physique, il y a eu un travail, mais ça a été fait, ça a été initié dans chacune des autres composantes aussi. Peut-être juste pour revenir sur votre préambule rapidement, eh bien, vous seriez étonné de voir comment finalement, si on regarde statistiquement dans la plupart des établissements qui offrent de la formation, ce ne sont pas les jeunes enseignants qui y viennent. Ce sont les enseignants avec une certaine expérience, et souvent pour deux raisons. La première, c'est que les jeunes enseignants vivent encore très fort leur hérédité pédagogique, effectivement. Ils sont des produits qui ont réussi dans le système, et donc s'ils ont réussi, il n'y a pas de raison de changer ça. Et la deuxième chose, c'est qu'ils doivent se mouler. Ils doivent entrer dans ce moule et dire « j'appartiens à ce collectif ». Donc, ils ont tendance à le faire.
Ce qu'on constate aussi, c'est que les enseignants plus expérimentés, non pas âgés, vieux ou autres, eux, il y a un moment donné où ils vivent un plateau et ils se disent « Oh my God, ce que je fais depuis un bout, là, ça marche pas. » Ça, c'est un. Et un certain nombre d'enseignants qui disent, pour le dire poliment, « Je m'ennuie moi-même. Je m'écoute. Je me tape le même cours depuis 13 ans où je raconte la même chose à mes étudiants de L1 qui ne font que rajeunir. » En fait, c'est lui qui vieillit, mais cette perception-là, elle n'est pas là. Et c'est eux qui viennent en formation. Donc, on a au contraire des 50, 55, 60 qui disent « Je ne vais pas faire les 5 dernières années de ma carrière comme j'ai fait les 15 précédentes. » Et c'est tout de même intéressant parce qu'on constate qu'on a des phases, probablement dans notre carrière, où il y a des moments, et c'est une des raisons qui fait que moi, j'ai beaucoup insisté avec les collègues du ministère quand on a parlé de la formation des nouveaux maîtres de conf, de dire « Ouais, mais il faudrait aussi la penser sur un peu plus loin que la première année, parce que la première année, c'est aussi une année où je m'adapte, je me moule, je me fonds, puis j'ai surtout pas envie de pas avoir l'air comme les autres. C'est comme quand t'es ado, ben c'est la même phase. C'est après, quand tu vieillis un peu, que tu commences à te dire « ça me dérange moins de me diversifier, je comprends mieux ce qu'on attend de moi, je me sens un peu plus à l'aise ». Et donc, en réalité, on constate que c'est souvent les collègues plus expérimentés qui sont porteurs d'un certain changement. Et puis, on a la plus grosse polarité dans cette vague. Ceux qui tiennent mordicus à ce qu'ils ont toujours fait parce que ça fait 13 ans qu'ils enseignent de même, voire 30 ans, et ceux qui se disent « moi, je ne ferai plus ça ». Et c'est vraiment une polarité vers laquelle on va, mais au Québec, on dit manger un éléphant une bouchée à la fois, puis moi, je pense que c'est comme ça qu'on va les avoir. Je vous remercie tous, tout le monde, tous les partenaires.